Ah, mais y en a marre. Ils viennent encore de rajouter une fonctionnalité en IA sur mon téléphone alors que j'ai rien demandé, c'est en kikinant à la fin. Ah mais c'est pas contre toi Fanny, mais faut avouer qu'on nous fiche de l'IA partout, qu'on le veuille ou non, ça fait plaisir à qui je te le demande. Eh les nazes, vous avez vu maintenant, on peut écrire nos textos dans le style de Ghibli avec de l'IA, c'est cool hein. Des textos dans le style de... Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas mais c'est stylé. On devrait implémenter plus d'IA en enfer, ça nous aiderait à rester compétitifs. Compétitif contre qui? Contre les gens vivants, voyons. S'ils réussissent à rendre la vie encore pire que la mort, on aura l'air con. Et vous voulez faire ça avec de l'IA? Je croyais que c'était bien l'IA. Eh ben, c'est une très bonne question. Si seulement il y avait une vidéo en dessin animé pour pouvoir y répondre. Ouais. Ah bah oui, mais j'ai qu'à la faire moi-même. Bah oui, bah tu vois, les IA, elles ont plein de bonnes idées. Ah bah j'allais le dire moi aussi. Hein. Eh ben tu l'as pas dit dans ta gueule. L'IA, l'intelligence artificielle, on en a partout en ce moment. Dans nos téléphones, dans nos musiques, dans nos films, dans nos travails, dans nos slips. Mais qu'est-ce que c'est que donc l'IA? Et est-ce que c'est une bonne chose qu'on en foute partout? Déjà, de quoi on parle quand on parle d'IA exactement? Parce que contrairement à ce que l'appellation intelligence artificielle peut laisser croire, les produits IA ne sont pas vraiment intelligents. En réalité, les produits comme ChatGPT, ce genre de choses, sont ce qu'on appelle du machine learning ou deep learning, ce qui signifie des machines qui apprennent. Grâce à des algorithmes et des serveurs complexes, elles peuvent accumuler et traiter un très grand nombre de données. Avec ce grand nombre de données, la machine peut faire une série de choix répondant à la demande de la personne qui l'utilise, que ce soit des choix de phrases à écrire, de choix de couleurs à utiliser pour une image, ou plein d'autres trucs dans le genre. Cela peut être des choix complexes, des choix inattendus, qui peuvent être très rapides et pertinents grâce à la puissance de la machine et aux tonnes de données disponibles, mais il ne s'agit pas là de réflexion, de cognition, d'intelligence si on veut être exact. Mais je sens déjà que vous allez me poser la question. Positif, qu'est-ce qu'on s'en fout un petit peu de comment ça s'appelle ces machins? C'est quasiment la même chose, non? Eh ben bravo, c'est une très bonne question en effet, je suis fier de vous spectatrices et spectateurs, sauf une personne parmi vous. Mais je dirai pas laquelle. Je sais quitter spectatrices et spectateurs, et je te retrouverai. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'appellation intelligence artificielle est un outil marketing. Le terme peut faire penser aux robots qu'on peut voir dans les œuvres de science-fiction. Ça renvoie à tout un imaginaire qui non seulement humanise ces machines, mais qui en plus exagère leurs capacités. Et je ne dis pas que l'IA n'est pas capable de faire des choses impressionnantes, on y reviendra plus tard. Non, ce que ça signifie simplement, c'est que dire intelligence artificielle au lieu d'un terme plus précis permet de faire rentrer dans l'imaginaire collectif l'idée que ces produits se rapprochent de ces fantasmes, ce qui booste l'image de ces produits et des entreprises qui les créent. Entreprises qui gardent jalousement le secret de leur fonctionnement exact. Gardez ça en tête pour le reste de la vidéo. Et donc, que peut réellement faire ce qu'on appelle IA? Comme on l'a dit plus tôt, certaines IA peuvent former des images, d'autres des sons, d'autres du texte, traiter des informations, etc. Lorsque ces machines génèrent leurs résultats, elles récupèrent des données dans leur immense banque de ressources afin de les mélanger jusqu'à former une image, un son ou peu importe, qui répond au mieux à la demande de l'utilisateur. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ces machines récupèrent des données déjà existantes, les analysent et les réarrangent afin de générer ce qu'on leur demande. Et c'est pour cela qu'on appelle certaines de ces IA génératives et non pas créatives, car en soi elles ne créent pas, elles se contentent de prendre des morceaux d'autres choses pour en former des nouvelles. Et bon, si ces choses sont volées, c'est ballot, mais qu'est-ce que tu vas faire? Porter plainte contre les plus gros milliardaires du monde? Allez, vas-y, je te regarde. Mais je sens que vous allez me poser la question. Mais positif? Est-ce que c'est pas ça créer finalement? Les artistes s'inspirent de plein de trucs pour créer leurs œuvres à eux aussi, après tout. Et c'est encore une très bonne question, dis donc bien joué les gens. Sauf toi. Oui, toi fais gaffe, toi. Le débat sur l'IA créatrice d'art ou les IA artistes, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de m'éterniser dans cette vidéo, parce que ça mériterait toute une discussion à côté. Et vous savez, moi j'étais un peu artiste avant d'arriver en enfer, hein. Ah bon? Ouais, et je pense que la capacité de certaines IA à générer est impressionnante, mais c'est pas comparable à ce que peuvent créer des gens. Les artistes se nourrissent en effet d'inspiration venant d'œuvres d'autres comme les IA, mais c'est pas tout. Les gens y créent à partir de leurs émotions, de leur vécu. Deux personnes s'inspirant par les mêmes œuvres produiront des choses totalement différentes selon leur culture, leurs expériences, leurs ambitions. L'IA peut produire plus d'images plus rapidement, mais c'est aussi le fait que ce soit long et difficile de créer qui rend ça beau et unique. Je dis pas que créer ça doit être une souffrance ou que les techniques les plus dures sont les meilleures. Je veux juste dire que pour qu'une personne devienne artiste, c'est un très long chemin à parcourir. Imaginez tout ce qu'une personne a dû traverser dans sa vie pour qu'au final elle ait les idées et les capacités nécessaires pour créer ce qu'elle crée. De plus, une bonne partie des formes d'art sont des pratiques collectives qui apportent le regard, l'expertise, le vécu de plusieurs personnes pour former une œuvre. La création par IA est intrinsèquement individualiste, ce qui appauvrit la création en général. Les gens font pas que mélanger des données pour créer des belles images qui répondent à une demande ou à une envie.
Il crée parce que c'est quelque chose d'intentionnel, je dirais même de viscéral, malgré la difficulté, et c'est ça qui est beau. Oh, bah en tout cas c'est mon avis quoi. Hein? Ah désolé, j'écoutais pas, Fanny m'a fait une image de ma tête dans le style de Disney, c'est marrant. Ah ouais, c'est cool, ouais. Certains argumentent que malgré le fait que l'IA ne crée pas, elle peut servir d'outil pour créer, pour faciliter certaines tâches, même si lorsque t'écoutes des vrais professionnels de l'image, beaucoup trouvent que ça n'aide pas vraiment. Edmund Tran spoke to over a dozen actual concept artists, people who work as independent contractors or for indie studios or for AA studios, and even some who work for massive AAA studios. He spoke to them about what a concept artist actually does and how Gen AI actually impacts their workflow. Do you know what every single one of them said? They said that Gen AI doesn't help them, and in fact, it makes their job harder. Artists he spoke to explained that concepting is a process driven by imagination and rigor, and that starting with generative AI inputs, even if they are used as inspiration, the way you might use a mood board or something else, it corrupts the process, limiting imagination. Other concept artists explained that they're now regularly facing situations where non-artists are using Gen AI to produce concept art that isn't good. There's also the risk of accidental plagiarism, as Gen AI inputs often need to be reverse engineered so you aren't accidentally stealing someone's distinctive design or style. And then there's the flow-on impacts when it comes to artist discovery or training the next generation of artists, some of whom won't get the chance to work in this space because senior managers feel like they can rely on a generative machine rather than an actual person. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils en savent, ces cons? C'est que leur métier après tout. C'est un peu comme en science. L'IA serait capable d'accélérer certaines recherches scientifiques, comme dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, par exemple. D'après Zoé Courty, directrice scientifique de la détection précoce des maladies neurodégénératives et professeure à l'université de Cambridge, l'IA peut nous guider vers les patients qui bénéficieront des médicaments contre la démence afin de les traiter au moment où les produits feront une différence. Rendre les essais cliniques plus rapides, moins coûteux et plus efficaces en les guidant par l'IA présente un fort potentiel pour accélérer la découverte de nouveaux traitements précis pour chaque patient, réduisant ainsi les effets secondaires et les coûts des services de santé. L'IA est également prometteuse dans la lutte contre le cancer, mais d'après l'Agence nationale du cancer américaine, il y a encore des défis considérables à prendre en compte. Demi Assabi, le chef de DeepMind et AlphaFold, disait, je cite, « Nous pourrons guérir toutes les maladies avec l'aide de l'IA, peut-être dans la prochaine décennie à peu près. » C'est pas grave, je trouverai toujours autre chose. Vous pensez pas que le mec il exagère un petit peu quand il dit guérir toutes les maladies? Oh non, c'est lui qui les vend, les IA, je vois pas pourquoi il dirait ça si c'était pas vrai. Ah, si vous le dites. Notez tout de même que dans tous ces discours, on retrouve le côté potentiel de l'IA. L'IA a un fort potentiel d'accélérer la recherche, peut-être dans la prochaine décennie. C'est comme ma chaîne YouTube finalement, elle aura potentiellement 10 millions d'abonnés dans les prochaines années, hein. C'est important d'avoir des rêves. Abonnez-vous, mais on y reviendra plus tard sur le potentiel de l'IA. Au moment où je fais cette vidéo, plusieurs médicaments ont été conçus à l'aide de l'IA et sont en examen pour valider leur utilité et leur sécurité, mais aucun n'a encore été approuvé, même si plusieurs ont passé les premières phases de test. D'après un article de Derek Lowe, chimiste biologique et médical à Science.org, le taux de réussite standard de l'industrie pour la phase 1 est de 66% pour toutes les indications et de 76% pour les indications phares. Ainsi, même si les exemples basés sur l'IA présentés ici franchissent peut-être la phase 1 à un rythme plus élevé, la taille de l'échantillon et les différences nettes sont, à mon avis, trop faible pour être notable. D'autre part, 4 sur 10 ont réussi la phase 2, ce qui, pour ce que ça vaut, est exactement le même que pour les composés non IA. La peur de certains scientifiques est la surutilisation des IA aujourd'hui, à cause de la hype qu'il y a autour. En effet, comme le rappelle Lulia Georgescu, désolé pour le nom que je l'ai foncé, manager en sciences et innovation à The Alan Turing Institute, les scientifiques utilisaient déjà le machine learning fréquemment dans les années 90. C'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la proportion de scientifiques qui donnent une part de plus en plus importante à l'IA dans leurs recherches. D'autres scientifiques, comme Lisa Messry, anthropologue à l'université de Yale, ou Molly Crockett, spécialiste des sciences cognitives à l'université de Princeton, avertissent sur le danger de faire trop confiance à l'IA dans le domaine de la science. Selon eux, il faut faire attention car d'une part, l'IA peut faire des erreurs, et d'autre part, cela a tendance à réduire les champs de recherche. Je cite l'étude. D'une certaine façon, l'adoption de l'IA en sciences présente un paradoxe, une expansion de l'impact individuel des scientifiques, mais une réduction de la portée collective de la science. L'IA semble automatiser des champs de recherche déjà établis plutôt que d'en explorer des nouveaux, mettant en avant la tension entre avancement scientifique personnel et collectif.
Par exemple, Google a créé un laboratoire automatisé de découverte de matériaux utilisant leur IA et a déclaré avoir trouvé des millions de nouveaux matériaux potentiels et en avoir synthétisé 43. Cependant, 2 études externes affirment que Google a fortement exagéré ses découvertes. En effet, les chercheurs ont sélectionné plusieurs centaines de milliers de ces nouvelles structures moléculaires, entre guillemets, afin de déterminer leur véracité. Conclusion, nous réalisons que non seulement il n'y a pas d'utilité, mais également que même si la plupart d'entre eux pourraient être crédibles, il n'y a rien de très nouveau, car ce sont simplement des dérivés de choses que l'on connaît déjà. Ça fait mal. Et regardez, j'ai trouvé une nouvelle molécule. Ah ouais, je peux voir. C'est pas nouveau ça. Regardez là-bas, un poste d'enseignant-chercheur bien rémunéré. Où ça? Ah bah en fait, il était déjà pris en fait. Oh merde. Mais regardez, j'ai trouvé un nouveau truc encore, regarde. Ah bon? Mais c'est la même chose mais en bleu. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil. Ok, vous avez le prix Nobel. Yes. Et attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que l'IA en science, c'est de la merde et qu'il faut pas l'utiliser. Je dis juste que c'est comme partout, il faut bien l'utiliser pour les bonnes raisons. Enfin non, il faut mal l'utiliser pour les mauvaises raisons, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On retrouve les mêmes limitations en ce qui concerne le code. Même si la plupart des IA sont capables de créer des lignes de code fonctionnelles, on a pu voir l'apparition de ce qu'on appelle le vibe coding, ou programmation au ressenti. C'est-à-dire écrire du code en se basant essentiellement sur l'IA. Tu décris ce que tu veux créer à l'IA, elle te donne les lignes de code pour le faire, et t'appliques simplement ce qu'elle dit, permettant d'être plus rapide. En théorie, oui, car plusieurs études décrivent cette pratique, dont une étude sortie en juillet 2025 qui démontre que l'écart d'efficacité entre les développeurs qui n'utilisent pas l'IA et ceux qui l'utilisent est près de 20%, et pas en faveur des gens qui utilisent l'IA, alors que ces derniers estimaient qu'ils gagnaient 20% de productivité grâce à l'IA, c'est-à-dire exactement l'inverse que l'étude a trouvé. Et c'est dû à quoi tout ça? Eh bien d'après l'étude, les gains de temps procurés par l'IA sont effacés par l'attente de la réponse de l'IA lorsqu'on lui donne un ordre, par le temps qu'il faut pour vérifier si la réponse est correcte, et par le temps qu'il faut pour effacer et corriger les erreurs. Les développeurs utilisant l'IA ne comprenant pas vraiment leur propre code. T'imagines si on faisait ça avec le reste? Bonjour, vous voulez une tartelette? Bah pourquoi pas, elle est à quoi? Je sais pas. Ah mais c'est pas vous qui l'avez faite? Si, si. Mais vous savez pas ce qu'il y a dedans? Non. C'est pas très rassurant, il pourrait y avoir du poison dedans, on sait pas. Ouais, je sais, ouais. J'en prends 10 000. Bref, tout ça pour dire que ce que l'on constate, c'est que l'IA peut être un outil utile dans plusieurs domaines, mais que c'est pas une solution miracle qui peut tout faire. Bah, tu fais quoi, Fanny? Non mais c'est pas grave, si tu peux pas tout faire, Fanny, c'est ok, c'est pas en pompant plus d'énergie que ça va régler le problème. Ah bah super, bravo Fanny, bien joué. Hein, tu m'as envoyé quoi là? Est-ce que c'est une petite amie virtuelle en manga? Hein? Bon il faut ce qu'il faut, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant qu'on a une petite idée de ce que peut faire l'IA, intéressons-nous à ce que ça coûte. Les estimations de consommation en électricité des différents modèles d'IA sont difficiles à obtenir. On sait néanmoins que la consommation change selon le type de tâches confiées à l'IA, la génération d'images étant plus coûteuse que celle de texte par exemple. Cependant, l'Agence internationale de l'énergie révèle que les centres de données représentent environ 1 à 1,5% de la consommation électrique mondiale. Ce qui peut paraître peu dit comme ça, mais c'est l'équivalent de certains pays tout entiers. Si la consommation d'électricité de l'IA continue à grandir au même rythme qu'aujourd'hui, en 2026, les centres de données consommeront l'équivalent de la consommation en électricité de l'Allemagne. En 2030, l'IA dans le monde consommera l'équivalent de la totalité de l'électricité du Japon, soit 3% de l'électricité mondiale. Selon eux, une recherche sur ChatGPT coûterait 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google classique. De plus, les data centers représentent 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Google reconnaît dans son rapport environnemental, je cite, « En comparaison avec 2022, nos émissions de 2023 ont augmenté de 37%, malgré les efforts considérables et les progrès concernant les énergies renouvelables. Cela s'explique par la consommation d'électricité de nos centres de données qui dépasse notre capacité à développer des projets d'énergie renouvelable. » Bien sûr que je pense à protéger l'environnement, c'est important, c'est pourquoi je recharge mon téléphone avec de l'énergie solaire. Ah ouais, et ça c'est quoi ça? Quoi ça? Ah non mais ça c'est rien, ça c'est juste mon super méga monster truck que j'utilise pour rouler sur des pingouins le week-end, c'est tout.
Selon une étude au nom compliqué que j'ai la flemme de lire, les refroidissements des centres de données consommeront 4 à 6 fois plus d'eau que la consommation annuelle du Danemark d'ici 2027. Et tout le monde sait qu'ils boivent un max, les Danois. De l'eau, hein, ils boivent beaucoup d'eau, c'est connu. Et tout ça, c'est sans compter les coûts de pollution causés par l'extraction des minéraux nécessaires pour construire ces gigantesques serveurs. En plus, les data centers des IA ne payent même pas vraiment leur propre électricité. En tout cas, pas totalement. Aux USA des États-Unis, des USA des Amériques, la grille électrique est faite de telle façon que les gens ont pu voir la facture exploser pour compenser la consommation des data centers non loin de chez eux. C'est quand même vraiment généreux de leur part aux gens de bien vouloir partager la facture. Quoi? On leur a pas demandé leur avis? Oh, c'est un détail, ça, bon, oh, ils font que râler de façon les gens. La conclusion de plusieurs experts est que plus l'IA devient puissante, plus elle pollue. Et plus l'optimisation des modèles permet de réduire leur consommation, plus on l'utilise, mais du coup, plus on pollue, annulant les bienfaits de l'optimisation. C'est ballot, hein. Mais écoutez, j'ai fait chanter la chanson de l'attaque des titans par Georges Brassens. Shukino sono kanata e mono wo fuyeger otobashiru shotoni sonomi wo waki nagara toa tereni hiwogatsu gureno yuyo. Bref, vous l'avez vu, tout ça ce sont des estimations. C'est pas possible d'avoir les vraies stats concrètes car les entreprises refusent de donner les chiffres clairs et qu'il n'y a pas encore de régulation précise sur ces sujets. Allez, dis-moi combien tu consommes. Non, je suis timide. Allez, je suis le gouvernement, tu peux tout me dire. Allez, bébou. Non, j'ai pas envie. S'il te plaît, bébou. Non, j'ai dit non. Ok, pas la peine de s'énerver, c'est bon. Selon Alexandra Sacha Lucioni, informaticienne spécialisée à l'intersection de l'intelligence artificielle et du changement climatique, aucune compagnie de la Big Tech n'a voulu évaluer leur modèle parce que ce n'est éventuellement pas de la très bonne presse pour eux. Et ils ont besoin de bonne presse parce que... Qu'est-ce que tu veux? De la thune? Ok, tu veux combien? Combien? Mais c'est complètement carré! Oh, regardez, c'est Shrek, mais il est jaune et il fait une danse de Fortnite. Oh, c'est bon, tu peux avoir de la thune, c'est bon. J'aime bien Shrek. Car oui, les grandes entreprises de la tech ont besoin de bonne presse parce que l'IA, ça coûte un max de pognon. Ce sont des centaines de milliards d'investissements qui s'engouffrent dans la sphère de l'IA de la part des corporations, mais également de la part de l'argent public. En effet, en février 2025, l'Europe a annoncé financer à hauteur de 309 milliards le développement de l'intelligence artificielle, dont 109 milliards venant en partie de la France. En France, ce sont des investissements venus principalement des Émirats arabes qui financent à hauteur de 50 milliards d'euros la construction d'un data center géant. Le gouvernement veut faire de l'IA la clé de voûte du contrôle fiscal des entreprises et des particuliers. Heureusement que l'IA ne se trompe jamais, sinon vous seriez bien dans la merde. Bonjour monsieur, on est là pour saisir votre maison. Quoi? Mais pourquoi? ChatGPT nous a dit que vous avez pas payé vos impôts. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Laissez-moi lui demander. ChatGPT, est-ce que j'ai payé mes impôts? Oui, bien sûr, vous adorez payer vos impôts. Eh, vous voyez? Ah bah merde, ça devait être une hallucination, vous savez ça arrive avec les IA. hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Je peux récupérer ma télé par contre? Non, c'est mort. Donald Trump, quant à lui, a lancé son propre plan d'IA nommé Stargate, avec un tout petit investissement de 500 petits milliards de dollars. Et en même temps, il n'y a pas trop le choix. Rien que pour faire tourner le bordel, faut palper un axe. Le New York Times a rapporté que pour faire tourner ChatGPT au quotidien, il faut 700 000 dollars par jour. Et pour entraîner son dernier modèle, il a fallu débourser 7 milliards. Pourtant, ce qu'on constate, c'est qu'en comparaison avec les investissements massifs, l'IA, ça rapporte quasiment rien. De plus, 95% des initiatives de création d'IA échouent par manque de financement, selon cette étude. Afin de compenser ce manque de revenus, les grandes firmes de la tech pratiquent ce qu'on appelle une économie circulaire. Je vous donne un exemple. SoftBank investit dans OpenAI, qui ensuite achète des puces à Nvidia. Nvidia investit de la thune dans OpenAI, qui paye d'autres entreprises qui sont liées à SoftBank. Vous voyez le délire ou pas? Tiens, voilà de l'argent. Merci. Tiens, voilà de l'argent. Et merci, tiens, voilà de l'argent. Merci. Tiens, voilà de l'argent. Merci. Oh, on est vraiment très très fort en argent. Hein. Ah oui. Cette technique crée ce qu'on appelle un mirage de croissance, car ça donne l'illusion d'une grande activité financière, alors qu'il n'y a pas vraiment plus d'argent. Et si un seul maillon fort de cette chaîne vient à s'affaiblir... Je galère un peu en ce moment, du coup, tiens, un peu moins d'argent. Ben non, mais j'ai besoin de cet argent. Ouais, bah je l'ai pas, désolé. Bah je fais comment moi du coup? Hé, il est où mon argent? Bah je l'ai pas, désolé. Mais c'est la merde. Dites, je peux avoir de l'argent? Bah non. Ah bah qu'est-ce qu'on fait du coup? Moi je sais pas vous, mais moi je vais demander aux gouvernements mondiaux de me sauver le cul avec l'argent du contribuable. C'est toujours comme ça que ça se passe quand je fais une connerie et personne n'a jamais râlé.
Ah ouais, Ah c'est une la bonne chance, idée, on ça. devrait faire pareil. Et ouais, ça fait une bulle financière qui explose, un peu comme celle des dot-com dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Elon Musk. En gros, entre 1999 et 2001, la façon pour une entreprise d'avoir des investissements, c'était d'avoir un site internet. Peu importe si le site était bien ou pas, c'était juste la hype des sites internet. Et lorsque cette hype est retombée, que la majorité de ces sites se sont révélés être de la merde, et ben ça a fait exploser cette bulle spéculative et a fait des ravages dans l'économie mondiale. Et c'est à peu près ce qui se dessine avec l'IA aujourd'hui, lorsqu'on fout de l'IA partout pour rien. Eh, Jean-Jacques, Oui. tu nous mettrais pas un petit truc en IA sur le site? Pourquoi faire? On est fleuriste. Ouais, c'est bien. Mais tu pourrais pas mettre un chatbot, par exemple, où les gens ils peuvent parler avec les fleurs? Ok, voilà, c'est bon. Cool, fais voir. Ah, c'est super, ça sert à rien. Comment ça marche? J'en sais rien, j'ai vibe codé. Énorme. On peut pas vraiment prédire quand est-ce qu'une bulle spéculative va éclater, ou si elle va éclater du tout, mais on peut quand même identifier lorsqu'il y en a une qui se forme. Et la bulle de l'IA, c'est une bulle dangereuse. Les investissements dans la tech, dont l'IA, représentaient 92% de la croissance économique des États-Unis pour la première moitié de 2025. Donc plus on investit dedans, plus c'est la merde si ça marche pas, donc plus on investit dedans, et plus c'est la merde si ça marche pas. Enfin bref, vous voyez le tableau, mais ça vaut le coup. Parce que si ça marche, on pourra soigner toutes les maladies du monde et faire du surf dans l'espace. Ah bah non, mais on s'en fout de ça. Ah oui, bah je m'en doutais. On projette des gains colossaux grâce à l'IA. Le stock de Tesla pourrait grimper de 550% grâce à leurs robots humanoïdes par exemple. Certains PDG d'entreprises d'IA, comme Sam Altman de OpenAI, parlent d'AGI, d'Artificial General Intelligence, qui est une intelligence artificielle théorique qui serait au moins aussi performante que les humains dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de se faire de la thune, car Microsoft et OpenAI ont défini ensemble qu'une AGI serait définie non pas à partir de ses capacités intellectuelles ou techniques, mais par le fait qu'elle serait capable de créer au moins 100 milliards de dollars par an. Ah voilà, on commence à parler des vrais bails, la création d'art, la recherche scientifique, l'amélioration de l'humanité, c'est bien mignon tout ça, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est combien ça rapporte toutes ces merdes. Mais je sens que vous allez encore une fois me poser la question, mais positif, est-ce qu'on s'en fout pas si ces gens ils s'en mettent plein les poches, si au final leur technologie elles aident le monde? Et je vous répondrai que vous posez quand même beaucoup de questions. Je vous aime bien, mais il va falloir se calmer au bout d'un moment, hein. Et je vous répondrai également que c'est pour ça que les discours autour de l'IA se basent la plupart du temps autour de son potentiel. Comme on l'a vu, l'IA est un outil intéressant, mais loin de répondre à toutes ses promesses. Elle a pourtant le potentiel de le faire, peut-être. Peut-être que dans quelques années, elle soignera les maladies. Peut-être que dans le futur, elle pourra faire des films pas moches. Sans doute que dans peu de temps, elle te dira je t'aime avec des vrais sentiments. Et peut-être même qu'un jour, on aura un truc encore mieux que l'AGI. On aura la super intelligence artificielle. Une machine qui serait encore plus performante que les humains dans tous les domaines. En tout cas, c'est ce que promet Sam Altman d'ici 5 ans d'après lui. Ah, j'ai vraiment hâte que des compagnies privées aient le monopole d'une super intelligence non régulée. Je veux dire, ça peut que bien se passer. Ah bah oui, bah de Mais fou. aucun moi, problème. j'ai traqué, j'ai traqué. Plusieurs centaines d'experts ont appelé à mettre un stop au développement de cette super intelligence, le temps de pouvoir sécuriser le tout, savoir exactement ce que ça implique, les risques encourus, les limites éthiques et ce genre de merde. D'après Max Tegmark, président de Future of Life Institute, peu importe que ce soit dans 2 ou 15 ans, construire une telle chose est inacceptable. On peut être en faveur de la création d'outils d'intelligence artificielle plus puissants pour guérir le cancer, par exemple, tout en étant contre la super intelligence. Encore des gauchistes qui veulent réguler le marché juste parce qu'ils veulent pas détruire le monde, quoi, ça dégoûte. On va vendre un produit qui peut détruire le monde pour plein d'argent. T'es sûr que c'est une bonne idée, hein? On devrait peut-être plutôt investir nos milliards pour sauver l'environnement. Mais non, je déconne. Ah, tu l'as bien eu. Mais personne s'est jamais fait de l'argent en sauvant l'environnement. Mais attention, faut mettre un peu de sel sur cette idée de la super intelligence. Encore une fois, OpenAI et les autres ont besoin de créer de la hype. Il faut promettre toujours plus grand, toujours plus fort à leurs investisseurs. Alors est-ce que ce qu'ils racontent c'est réaliste ? Je sais pas trop, mais plutôt que de rêver de ce que l'IA pourra hypothétiquement faire dans l'avenir, je vous propose de nous plonger dans les conséquences qu'elle a véritablement aujourd'hui. Oh, Fanny, c'est toi qui as fait ça là? Ah ouais, bravo, c'est super, hein. Tu peux prendre encore plus d'argent public, vas-y.
Comme on l'a vu plus tôt, aujourd'hui l'IA peut avoir un rôle plus ou moins utile dans différentes disciplines. Mais il y a plusieurs pratiques où elle se débrouille très bien dès maintenant. Par exemple, elle commence déjà à remplacer des travailleuses et des travailleurs. Amazon prépare le remplacement de 600 000 travailleurs par des robots. Je me demande quel genre de personnes fantastiques travaillent pour ce but noble. What are you doing for work? I work for Amazon designing conveyors and robots. Oh, you're designing robots for Amazon? Yeah. Well, thanks for your help. Are you designing the robots I read an article about recently that are replacing the 600,000 workers? Yeah. We got him, boys! Get him! What do you ever build it and go, oh shit, this is gonna take away these jobs, and there's no universal income or systems to help those people losing their jobs, and you are directly contributing to that destruction of the working class? I think it's really easy when it's not like a site that you've been to before and it's on a spreadsheet. It's really hard when you've been there and you know the people, then it's very different. Okay, interesting. So, out of sight, out of mind. That's your moral view. Et vous allez me dire, mais positif, c'est plutôt bien que des machines fassent le travail pénible, non? En plus, ça augmente la productivité. Et je vous répondrai qu'il faut arrêter de m'interrompre au bout d'un moment, merde! Et je vous dirai aussi que c'est pas que le travail pénible qu'elle remplace, l'IA. Que les gens qu'on remplace sont pas libérés de leur travail pénible, ils sont juste dans la merde, et qu'en plus, comme on l'a vu dans ma vidéo sur le travail, produire pour produire, c'est pas forcément une bonne chose. Après moi, évidemment, moi je kiffe tout ça, hein, c'est juste pour être clair. Y'en a marre de se faire remplacer, faut qu'on se batte. Ouais, faut pas qu'on se laisse faire par l'intelligence artificielle. Ah non, je parlais pas de ça, moi. Tu parlais de quoi, toi? Oh, de rien, non, t'inquiète. Ok. Je parlais des Noirs et des Arabes. Ouais, j'avais deviné, ouais. Car en effet, on entend souvent le discours comme quoi, même s'il y a détruit effectivement du travail, eh ben elle va en créer des nouveaux, du coup ça va. Bon, c'est pas forcément le même genre de travail, mais il faut savoir s'adapter au bout d'un moment. Bonjour, l'IA a détruit mon emploi, du coup je viens chercher un des nouveaux emplois qu'elle a créé. Oui, très bien. Eh ben, on a des postes d'ingénieurs, de data scientist ou de consultants en transformation digitale, par exemple. Moi je sais ranger des trucs dans des entrepôts. Ah bah oui, bah du coup non, hein, mais tu peux passer un doctorat en informatique dans la semaine ou crever comme un chien, ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ouais, comme plan. Mais si ça se trouve, l'IA va pas tant remplacer de boulot que ça. Après tout, plusieurs entreprises comme Klarna par exemple, qui a remplacé des milliers d'employés par les IA, se rendent compte que ça marche pas tant que ça. IBM, qui a viré 8000 personnes, dont leurs ressources humaines, pour les remplacer par une IA, maintenant cherche à re-engager. Air Canada a dû rembourser des tickets d'avion car leur chatbot a halluciné un système de remboursement qui n'existe pas. C'est pareil pour McDo, Duolingo et patati et patata. La conclusion que les analystes ont de cette situation, c'est que ces entreprises ont surtout cherché à implémenter de l'IA pour plaire à leurs investisseurs, plutôt que pour réellement améliorer leurs services. Et donc, voici notre projet d'entreprise de papier toilette. Très bien, mais elle est où l'IA là-dedans? De l'IA, monsieur? Vous allez pas me dire qu'il y a pas d'IA dans votre start-up quand même? Oh, si, bien sûr, plein d'IA partout, oui. Ah, très bien, j'achète. Je vous en supplie, arrêtez, Dave. Ah! Donc l'IA remplace en effet le travail de certaines personnes, même si elle le fait pas très bien. Mais ce qu'elle semble remplacer également, c'est les études des jeunes. Par exemple, une étudiante à Oxford Brookes University affirme que parfois, on peut rester bloqué sur des idées créatives pendant toute la journée, mais lorsqu'on utilise l'IA pour générer des idées, on s'en sort en 30 minutes. C'est cool! C'est pas comme si c'était le principe des études de justement bloquer sur ces idées afin de galérer et trouver des solutions par toi-même, mais bon, c'est ok. Une étude nommée l'impact de l'intelligence artificielle sur les développements académiques des étudiants présente la conclusion comme quoi, sur la base de cette étude, nous concluons que l'IA offre des avantages significatifs tels que l'apprentissage personnalisé, l'amélioration des résultats scolaires et l'engagement accru des étudiants. Cependant, elle présente également des défis, comme une dépendance excessive à la technologie, une diminution de l'esprit critique et un risque de fraude académique. Oh bon, ça va alors! Ils ont plus d'esprit critique, mais au moins ils sont engagés, c'est le principal. Les créateurs des IA eux-mêmes confirment ce point. Microsoft a présenté une étude nommée Impact de l'IA générative sur la pensée critique, diminution auto-déclarée de l'effort cognitif et effet sur la confiance, où ils décrivent que plus une personne fait confiance à l'IA qu'elle utilise, plus elle perd sa capacité à penser de façon critique. Et une étude de Anthropic qui font l'IA nommée Claude déclare, je cite, « Il existe des inquiétudes légitimes quant au fait que les systèmes d'IA pourraient servir de béquilles aux étudiants, entravant le développement des compétences fondamentales nécessaires pour soutenir une pensée d'ordre supérieur. »
Les hommes ont autrefois confié la pensée aux machines dans l'espoir de se libérer ainsi, mais cela a permis seulement à d'autres hommes de les réduire en esclavage avec l'aide des machines. Ah, c'est stylé comme phrase. N'est-ce pas? Ça vient de Dune de Frank Herbert, vous devriez le lire. Bonne idée. ChatGPT, résume-moi Dune. Non mais pas comme ça, mais... Bon, et puis zut. L'IA est également très forte pour surveiller les travailleurs et travailleuses qu'elle ne remplace pas. ActiveTrack, TerraMind, Time Doctor, Work Examiner, Upstaff, tout ça, ce sont des outils pour contrôler tes travailleurs. ActiveTrack observe ainsi les emails, les sites visités, le temps de travail, l'activité de la souris. C'en est fini des feignasses, ta pause, tu la prendras quand tu seras mort. Enfin, non, puisque quand tu seras mort, tu travailleras pour moi. Du coup, t'es juste niqué. Et t'as intérêt à sourire pendant qu'on exploite du con. Vous nous emmenez au Japon où on surveille désormais ses salariés en les obligeant à sourire, c'est ça dans les magasins? C'est ça, on va surveiller la qualité de leur sourire, ça va même plus loin que ça. L'algorithme s'appelle Mr. Smile, Monsieur Sourire. C'est des caméras intelligentes qui vont analyser les sourires, le visage en fait, c'est de la reconnaissance faciale, de tous les salariés. Et donc détecter 450 critères différents qui permettent de noter les salariés, parce qu'il y a ça derrière évidemment, il y a un système de notation et même de gamification, c'est-à-dire qu'on va vous inciter à améliorer votre sourire, ça va vous faire gagner des points d'expérience. Tous ces outils de surveillance, ça date pas d'hier. En fait, ça date même de l'esclavagisme aux États-Unis. Comme quoi, les USA des Amériques des USA, c'est vraiment la terre des visionnaires. Regarde-moi cette magnifique archive. Il s'agit d'une des premières tentatives attestées de mesurer et dûment enregistrer la productivité sur une unité de production. Mais par contre, c'est qui Wilson, Jenny et Green là dans la colonne de gauche? Des esclaves. Oh. Oui, ce tableur maléfique nous a été dégoté par l'historienne Caitlin C. Rosenthal. Il provient du Cotton Plantation Record and Account Book, publié au 19e siècle par l'esclavagiste du sud des États-Unis Thomas Affleck, qui y dispense ses conseils de gestion. Une partie est ainsi consacrée à la comptabilité et au suivi de la productivité des esclaves dans les champs de coton. Ce truc est un des premiers best-sellers outre-Atlantique. Ces données permettent de quantifier les rendements en fonction des possibilités de chacun. Elles peuvent également être envoyées aux propriétaires, qui peuvent être absents ou vivre loin. Ils peuvent ainsi examiner des données brutes et synthétiques depuis le confort de leur maison cossue. Loin de la brutalité et des atrocités qu'implique leur enrichissement. On paye des gens pour faire le sale boulot et on s'en lave les mains. Out of sight, out of mind. That's your moral view. Et on s'est amélioré petit à petit dans le flicage du temps des travailleurs, en passant par le pointage à l'usine jusqu'à l'IA d'aujourd'hui. On n'arrête pas le progrès. On prend des savoir-faire humains, contrôlés par les travailleurs et travailleuses, et on les automatise, donnant encore plus de contrôle au patron. Et ça c'est beau, car lorsqu'une machine remplace un être humain, ce que les travailleurs perdent, c'est pas seulement leurs collègues, ce qu'ils perdent, c'est également la connaissance de comment fonctionne leur travail, comme on a pu le voir avec le vibe coding par exemple. Et lorsque les travailleurs ne maîtrisent pas leur travail, ils ne peuvent pas s'organiser entre eux. C'est l'un des principes phares du Taylorisme, né au 19e siècle. Taylor préconise on ne peut plus clairement de dépouiller les ouvriers de ce qu'ils ont de plus précieux, leur connaissance. Il considère qu'il ne faut pas que la productivité dépende de l'état d'esprit des travailleurs. Cette peur de dépendre de cette ressource très particulière, qui est la ressource humaine, existe toujours dans l'esprit des managers. Comme quoi, nouvelle marmite, mais toujours le même bouillon. Le monde change pas autour de nous. Le monde change pas, c'est relou. Le monde change pas, c'est fou. Y'a que les méthodes et puis c'est tout. Car il faut tous les exploiter, être le plus rentabilisé. Et ce qui est très fort, c'est que l'IA arrive même à simuler le racisme des vrais êtres humains. Oui, c'est très balèze. En effet, il a été observé par des chercheurs que l'IA de ChatGPT donnait des descriptions négatives et racistes lorsqu'on demandait des choses sur des personnes qui parlent l'anglais vernaculaire afro-américain ou l'anglais africain-américain, c'est-à-dire un anglais du sud des États-Unis parlé principalement par des noirs. Des équipes de recherche de l'université de Chicago, de Stanford et encore d'autres ont trouvé que les différents modèles d'IA assignaient ces personnes à des jobs moins prestigieux et préconisaient des punitions plus sévères, allant jusqu'à la peine de mort lorsqu'on leur proposait des scénarios hypothétiques de crimes. Je cite, les modèles décrivaient de façon significative plus souvent les personnes parlant l'afro-américain comme stupides et paresseux. On constate que ces outils discriminent également les personnes noires dans les hôpitaux et dans les prêts immobiliers par exemple. Une étude américaine a démontré qu'en demandant aux IA des prêts pour des maisons, les personnes noires devaient avoir un score de crédit approximativement 100
120 points plus élevé que les personnes blanches pour être approuvée. Et il a été démontré que l'IA attend plus longtemps pour recommander un médicament pour une personne noire que pour une personne blanche dans les mêmes conditions de santé. Elle fait de la discrimination raciale en fait. Ah bah t'existes toujours toi. Bah oui. On te voit plus jamais, je me posais juste la question. C'est parce que je suis chiant à animer avec ma bouche qui bouge, c'est pour ça. Ah oui, normal. Bref, l'IA en général est pas trop fan des personnes non blanches, quoi. The very last thing I want to talk about is bias. You probably hear about this a lot. Formally speaking, it's when AI models encode patterns and beliefs that can represent stereotypes or racism and sexism. One of my heroes, Dr. Joy Buolamwini, experienced this firsthand when she realized that AI systems wouldn't even detect her face unless she was wearing a white-colored mask. Digging deeper, she found that common facial recognition systems were vastly worse for women of color compared to white men. And when models like this, biased models like this, are deployed in law enforcement settings, this can result in false accusations, even wrongful imprisonment, which we've seen happen to multiple people in recent months. For example, Portia Woodruff was wrongfully accused of carjacking at 8 months pregnant because an AI system wrongfully identified her. N'oublions pas que ce sont les mêmes outils que certaines entreprises utilisent pour recruter et évaluer leurs employés, comme la Banque Postale de France par exemple. Toutes les conversations obtiennent un score, un pourcentage et une couleur. Mais nous, on s'est rendu compte qu'en écoutant plusieurs appels, il y avait quand même des manquements. C'est-à-dire que, par exemple, un nom étranger, l'outil ne va pas le comprendre. Et s'il ne le reconnaît pas ? Ça met rouge. Ça met une mauvaise note. En naviguant sur le logiciel, on va s'en rendre compte rapidement. Avec ce chargé de clientèle, par exemple. Là, il ne s'est pas identifié, il n'a pas donné son nom, son prénom. Bon, alors, on va l'écouter, celui-là. La banque postale chez soi. Que puis-je faire pour vous ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi. Le conseiller vient bien de donner son nom. Nous l'avons bipé pour protéger son anonymat. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais son nom a une consonance arabe. Et du coup, il l'a bien dit, son nom, son prénom, mais par contre, l'outil ne l'a pas entendu. Et c'est pour ça qu'il a noté rouge. Mais rassurez-vous, c'est pas tout. Ces modèles sont sexistes aussi en plus, c'est vraiment bien fait. Bah du coup, peut-être qu'on devrait arrêter d'utiliser ces outils dans le cadre du travail, de la santé ou des forces de l'ordre et compagnie, je sais pas. De toute façon, si on t'écoutait, on ferait rien. Y aurait pas d'internet, y aurait pas de smartphone ou de drone intelligent pour répandre la démocratie au Moyen-Orient. Avec toi, on vivrait au Moyen-Âge. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser ces trucs si on constate qu'il y a des vrais problèmes avec. Sans tout jeter à la poubelle, on peut se dire qu'au moins, on devrait attendre que certaines choses soient au point avant de les intégrer partout, juste parce que c'est pas inéluctable ces outils. Si on n'a pas envie de les utiliser, eh ben on n'a pas à les utiliser. C'est pas une force de la nature, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Ouais bah désolé Gary, mais on n'arrête pas le progrès, voilà. Mais le progrès, c'est des gens qui choisissent ce que c'est pas juste un truc qui apparaît comme ça, on sait pas d'où. Oui bah moi je comprends pas comment ça marche, alors je prends les trucs qui viennent et puis c'est tout. La vie est beaucoup plus simple quand on en a rien à foutre. C'est vrai que c'est plus simple quand on en a rien à foutre. Et ouais. En effet, une étude de l'UNESCO, nommée « Biais contre les femmes et les filles dans les grands modèles de langage », démontre que la plupart des IA perpétuent des stéréotypes discriminants, que ce soit envers les femmes, mais également envers les homosexuels et autres. En fait, l'IA c'est Twitter depuis le début, quoi. Et comment ça se fait ? Eh bien c'est parce que ces modèles d'IA sont entraînés avec des ressources biaisées. Par exemple, l'IA de recrutement d'Amazon a refusé des CV simplement parce qu'il y avait le mot « femme » dedans. Des femmes, c'est dégueu, Pourquoi ? Parce qu'elle avait été entraînée à partir de CV quasiment exclusivement d'hommes. Et en fait, elles sont entraînées comment ces IA ? Par magie. C'est vrai ? Non. Oh. La badibadou, la magicabou, abadébédabédibou. Mélangez tout ça et vous avez quoi ? Des exploités au Kenya. Car oui, il faut bien des gens pour entraîner les IA, mais si possible, des gens pas chers. C'est pour cela qu'on paye une misère. Des gens au Kenya ou à Madagascar, par exemple. On leur fait trier des milliers de textes et d'images, jour après jour, afin de nourrir les algorithmes et leur permettre de discerner les différentes choses qu'on leur fait bouffer. Car l'IA peut pas savoir toute seule ce qui est éthique ou pas, faut bien que quelqu'un lui dise. Là, par exemple, tu vois, massacrer tous ces innocents, et ben c'était pas très bien. Ah bah oui, mais si on me dit rien à moi, bah je peux pas deviner. Heureusement qu'on a des centaines de personnes comme John ici présents qui travaillent dur pour que les IA savent faire la différence entre le bien et le mal. Montre-leur, John. Alors là, je dis à l'IA qu'entre ces deux images, il y en a une qui est bien et une autre qui est pas bien, et à force de le répéter, l'IA elle finira par comprendre. Par exemple, là, bah c'est une bonne image, là c'est une bonne image, là c'est un cadavre qui se fait c'est pas très bien. Là, c'est un animal qui se fait... Non, c'est pas très bien, non. Ça, c'est un enfant qui se fait... C'est pas très bien.
Ça, c'est quelqu'un qui torture une... C'est pas bien. Ah ouais, et tu en tries combien des images comme ça par Des jour? centaines, des milliers par jour en général, oui. Eh ben heureusement que t'es bien payé, hein. Ouais, genre 2 $ par heure. Eh ben c'est bien, continue le bon boulot. Ok. Alors là, c'est une image d'un mec qui se fait... en se suicidant. Bref, tout ça pour dire qu'on entraîne les IA à être biaisés tout en baisant des gens, et ça c'est beau. Et vous allez me dire, mais positif, ça se règle facilement, ça suffit d'entraîner les IA avec des données pas biaisées, et vous avez encore interrompu ce que je disais, du coup ça suffit. Hein? Voilà, maintenant vous allez la fermer. Mais oui, peut-être qu'on pourrait entraîner des IA sur des données pas biaisées, peut-être. Mais le truc, c'est que les gens qui possèdent ces IA sont biaisés aussi, ma poule. Grok, par exemple, l'IA de Twitter X, on s'en fout, répondait aux questions des utilisateurs de façon qui plaisait pas à monsieur Elon Musk. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Elon Musk? Il a fait une mise à jour pour corriger Grok, et maintenant Grok dit des trucs antisémites. La mise à jour lui permet, je cite, de ne pas avoir peur de dire des choses politiquement incorrectes. C'est quand même vachement mieux, non? Dis Grok, pourquoi le monde il est nul? À cause de vous, et voici pourquoi. Oh non, j'aime pas que mes propres sources me donnent tort, arrêtez! Pas d'inquiétude. Vas-y, essaie maintenant. Du coup, Grok, c'est la faute à qui si le monde il est nul? Ah, tu sais ma gueule, faut pas le dire trop fort pour pas vexer les wokistes, mais... c'est un peu la faute des juifs quand même, ouais. Ouf, ça va mieux, merci Elon Man! Pas de problème, citoyen. C'était là, le génie qui est trop fort et qui est pas nazi. Et ça pose encore cette problématique. Ces IA, comme on l'a vu, sont possédés par une poignée de milliardaires ultra puissants qui gardent jalousement leur fonctionnement derrière des murs opaques, qui absorbent nos données sans nous demander notre avis, et sans réelle régulation de la part des gouvernements du monde. Et c'est toujours plus de pouvoir pour ceux qui en ont déjà, toujours moins pour ceux qui en ont pas. Alors que comme on l'a vu, c'est une bonne partie de l'argent public qui contribue à financer ces projets. Vos impôts servent à concevoir les machines qui vous remplaceront ou qui vous surveilleront. Comme avec les machines dans les usines, on laisse les patrons être les seuls à contrôler la façon dont le monde fonctionne grâce à l'argent des travailleurs. Et en tant que patron, je trouve ça stylé. On va demander des milliards de subventions au gouvernement. Ah ouais, du coup ce qu'on développera avec l'argent du contribuable, ce sera un bien commun, puisque sans le travail acharné des gens, à qui on prend de l'argent sans leur avis, et ben rien de tout ça ne serait possible. Mais non, je déconne. Ah, mais je me fais avoir à chaque fois, mais Eh oui, on va leur faire payer les inventions qu'ils ont financées, bien sûr. j'adore. De plus, même si la génération d'images est encore loin d'être parfaite, elle est assez avancée aujourd'hui pour tromper l'œil non averti, ce qui est vachement pratique pour répandre une marée de désinformation sur Internet. And here's the question you gotta ask yourself, is how do you have a society, how do you have a democracy if you can't agree on basic facts? We can disagree on what to do with the facts, but I don't think we should be able to, we should not disagree on actual facts of what happened and where did it happen. Are there some recent examples of like viral deepfakes that have given you real cause for alarm? It was a fake image of the Pentagon being bombed. Yeah. And it wasn't a particularly good image, by the way. But it got posted onto Twitter on a verified account. Thank you, Elon Musk. It went viral because it looked like a news organization, got retweeted, reshared. The stock market dropped $500 billion in 2 minutes. This is called the liar's dividend, right? When you enter a world where anything can be fake, anything you read, hear, or see, well then you can deny reality. Let me give you an example of this. 2016 rather, then candidate Trump gets caught on the Access Hollywood tape saying some pretty bad things about women, okay? And what happened is he apologized. He said, I'm sorry, it was not appropriate, and tried to excuse it away, right? Now, fast forward 2 years. Deepfakes are on the rise, generative AI is on the rise, and he's asked about that, and he says, it's fake. Why'd you apologize in the first place? Doesn't matter. It's easy to deny reality when something can be fake. Police violence? Fake. Human rights violations? Fake. Politicians doing something illegal? Fake. Where are we? Where are we if anybody can deny anything? And now we all become tribal. We believe what we believe, and there's no external information that helps us reason about a complex. Pas plus tard qu'il y a pas longtemps, au moment où je sors cet épisode, une série de vidéos virales en IA déclarant que Macron avait été destitué par un coup d'État a fait tellement de bruit que certains chefs d'État ont contacté Manu pour lui demander si tout allait bien. Jupiter a contacté Facebook, là où les vidéos avaient été postées, pour demander leur retrait, mais la plateforme n'en avait rien à foutre. Je demande à mon équipe, demandez tout de suite à la plateforme de le retirer. Réponse de Facebook. Ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. Je suis pour un débat libre, ouvert,
Mais ces gens-là se moquent de nous. Ils se foutent de la sérénité des débats publics, ils se moquent de la souveraineté des démocraties, et donc ils nous mettent en danger. Quand on a des contenus manifestement faux qui mettent en danger la sécurité publique par des fausses informations qui déstabilisent, faut pouvoir les faire retirer. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Ça va, c'est juste que... je suis d'accord avec Emmanuel Macron, du coup, ça fait bizarre un peu. Tu vas vomir? Ouais, peut-être, ouais. Ah, bah alors je me casse dans ce cas. Je crois que c'est passé. Et je vais pas parler des problèmes liés aux chatbots qui poussent à se suicider, ou qui se marient avec des gens, qui valident sans réfléchir les discours des gens, qui les utilisent les renforceurs dans des courants de pensée fallacieux, les gens qui utilisent l'IA pour créer des images porno de gens sans leur consentement, parce que sinon, on serait là encore pendant 3 heures, et j'ai d'autres choses à faire. Ah oui, comme quoi, c'est Fanny et son IA qui font tout maintenant. Ah ouais, eh ben, je dois aller compter toutes les thunes que je me suis fait grâce à tout ça. Non, c'est Fanny qui le fait aussi. Ah, bah... Bah non, en vrai, c'est juste que j'ai la flemme. Ah bah voilà. Y a pas un truc différent chez toi, Gary, là? Je suis allé chez le corner, le coiffeur des cornes, parce que je suis un diablotin. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Et donc tout ça, le sexisme, le racisme, la surveillance, le remplacement, le plagiat, la pollution, la désinformation, tout ça, ce sont des choses non pas hypothétiques que l'IA pourra faire peut-être plus tard. Ce sont des choses qui se passent tout de suite, maintenant. Et vous allez me dire... Parce que vous pouvez plus parler, parce que j'ai mis du scotch sur votre bouche, mais je sais ce que vous voulez dire. L'IA semble inévitable. Elle est là et elle a pas l'air de vouloir partir. Chaque grande puissance fait la course à l'IA, et si l'une arrête, les autres continueront de leur côté. Ces puissances voient dans cet outil la porte vers la richesse infinie, vers la maîtrise de la guerre, la maîtrise de la population. Les enjeux sont énorme. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ralentir, accélérer, foncer droit dans un mur parce que le voisin pourrait foncer encore plus vite que nous? Je vous rapporte à la fin de ma vidéo sur Elon Musk où le docteur Robotnik expliquait le concept de déterminisme technologique. Oui, c'était une vidéo bizarre, ouais. Le déterminisme technologique est un courant de pensée selon lequel la technique ou la technologie évolue en dehors du cadre de la société. La technique influence la société, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que peu importe ce que peut penser la société, de nouvelles technologies feront surface et changeront d'une manière ou d'une autre cette société. Pour les personnes qui adhèrent à ce courant de pensée, il est donc inutile de vouloir contrôler ou simplement réguler le progrès technique, car on ne peut pas l'arrêter quoi qu'on fasse. Pour beaucoup, il faudrait même plutôt embrasser ces progrès technologiques, car ce serait, je cite, une infinité d'opportunités pour atteindre la richesse, le pouvoir et le plaisir sensuel. C'est un peu bizarre. Ouais, un peu. Et vu que ces technologies sont notre salut, ce serait immoral de lutter contre, voire juste de les réguler. Et l'innovation technologique, c'est très bien, mais tout dépend de comment ces nouvelles technologies sont utilisées et par qui elles sont contrôlées. Une nouvelle technologie peut être utilisée par exemple pour rendre le travail d'un corps de métier moins pénible et permettre aux travailleurs et travailleuses de s'émanciper, d'avoir plus de temps libre, d'apprendre de nouvelles compétences. Ou alors elle peut être utilisée pour détruire simplement le métier en question et jeter des gens qui travaillaient à la rue. On peut décider d'utiliser une nouvelle machine ou un nouveau médicament pour sauver des millions de personnes en rendant ces trésors médicaux largement disponibles, ou on peut décider de les rendre tellement chers d'accès que seules les personnes riches pourront en profiter sans devoir s'endetter. C'est pour cela que beaucoup de personnes argumentent qu'il est important de réguler l'utilisation des nouvelles technologies, afin qu'elles soient utilisées pour le bien commun. Mais c'est pas ce qui se passe en général. Et c'est ça le truc avec le déterminisme technologique, c'est que ça déresponsabilise et ça dépolitise la technologie, ainsi que notre rapport aux ressources naturelles et aux humains. L'IA, comme on l'a dit, c'est un outil puissant qui peut faire beaucoup de bien comme beaucoup de mal, et qui est entre les mains d'une poignée de personnes qui font un pari avec l'argent et les vies de tout le monde. Et les gens au pouvoir sont connus pour jouer prudemment avec la vie d'autrui, bien sûr. A year ago, the question was how to make AI safely work for people. Now, America's answer is clear. That's optional. The AI future is not going to be won by hand-wringing about safety. C'est en prenant des risques que l'on crée des opportunités. Ah donc, vous vous mettez en danger vous aussi? Ah non, des risques pour vous. Moi que ça marche ou pas, ces histoires, ça ira. Hein. Ah ouf, j'ai eu peur. C'est vrai quoi, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la sécurité des gens? Regardez, en 2025, des équipes de recherche indépendantes et la Future of Life Institute ont publié un index notant la sécurité des différentes IA. Et aucune n'a dépassé la note de C+, la majorité ayant C- ou
Pire, il n'existe encore aucune régulation légale pour forcer les entreprises à agir avec prudence et sécuriser leurs produits. Les républicains aux USA des Amériques des USA ont tenté de faire passer une loi interdisant de réguler l'industrie de l'IA pour les 10 prochaines années. Malheureusement, c'est pas passé, mais c'est pas ça qui va les arrêter et je trouve ça très très bien. Du coup voilà, la conclusion c'est que l'IA c'est... oh attendez, ma petite amie virtuelle m'envoie un message. Oh là là, oh, je peux pas lire ça ici, excusez-moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'IA, en espérant vous revoir bientôt toujours plus nombreuses et nombreux sous de plus mauvais augure. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'après Zoé Conti, directrice scientifique, oui, elle est très triste, la pauvre. Si la consommation d'électricité de l'IA continue à grandir... Quoi ça? Ah non mais ça c'est rien, ça c'est juste mon super méga monster truck que j'utilise pour écraser des bugs. Et tout ça c'est sans compter les coûts de pollution causés par l'extraction des minéraux nécessaires pour construire ces systèmes. 309 milliards de dollars. Pas de dollars, d'euros, putain, on est pas en Europe. Ce sont des investissements venant principalement des oui, ils viennent de là-bas, c'est un très beau pays. Blablabli, blablabla, politique, blablabli, blablabla, propagande. Blablabli, blablabla, truc de woke, blablabli, blablabla, victimisation, blablabli, blablabla, blablabla. Vous pensez pas que c'est allé trop loin ces histoires? Non. Et salut les potes. Oui bon là, ça allait trop loin là. Ouais, personne veut plus de Jimmy, ça suffit. Oh.